En France, l'investissement boursier souffre encore de nombreux préjugés. Sais-tu que la bourse arrive seulement à la quatrième place des investissements privilégiés par les Français, que 60% de l'épargne de ces derniers est placée dans l'immobilier, que les placements boursiers sont devancés par des livrets d'épargne aux performances dérisoires, devancés par une assurance vie aux frais exorbitants qui profitent uniquement aux banquiers? Nous observons une baisse sensible du nombre d'investisseurs boursiers en France. Le nombre de boursicoteurs a en effet été divisé par 2 au cours de ces 10 dernières années, de 13% en 2008 à 7% fin 2019. Les raisons sont nombreuses et notamment dues à des préjugés récurrents. Qui n'a pas entendu parler dans son entourage de la bourse comme étant un placement risqué, chronophage, nécessitant beaucoup de temps, nécessitant beaucoup de connaissances? Nous avons tous dans notre entourage quelqu'un qui a réussi dans l'immobilier et qui a perdu à cause de la bourse. Une étude a montré que si les Français recevaient une grosse somme d'argent, 70% d'entre eux investiraient dans l'immobilier, contre seulement 28% aux États-Unis. Alors la bourse mérite-t-elle de faire si peur? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Point numéro 1, des préjugés infondés. En France, le rendement locatif moyen brut est de 5,9%. Il existe de grandes disparités entre chaque ville de France, avec des rendements bruts de 3% à Paris, alors que l'on approche un rendement brut de 11% à Saint-Étienne. Cette fascination pour l'immobilier des Français est-elle justifiée? Alors comparons ce rendement immobilier moyen aux principaux indices mondiaux. Par exemple, nous constatons une performance très supérieure dans le temps de l'indice américain de référence S&P 500, cet indice contenant les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Nous observons une augmentation linéaire sur le long terme avec des baisses visibles dues à la crise informatique en 2000, dues à la crise des subprimes en 2007 ou en 2020 celle du coronavirus. Mais nous observons que le plus haut historique est battu régulièrement depuis sa création. Une personne ayant investi 1000 € sur un ETF S&P 500 en 2011 aurait aujourd'hui 2830 €. Tout ça avec une volatilité réduite due au risque diffus sur 500 entreprises. Ainsi, au vu de la courbe, nous constatons que plus l'horizon de placement est long, plus le risque diminue. Pour rappel, un ETF est un outil permettant de répliquer un indice boursier. Pour ce qui est de notre cher indice français le CAC 40, nous constatons une croissance plus faible que le S&P 500, symbole de notre économie moins vertueuse. Mais nous observons un rendement tout de même supérieur au rendement moyen de l'immobilier. Il pourra être intéressant de réaliser une stratégie de stock picking, c'est-à-dire sélectionner les entreprises les plus performantes, comme par exemple le secteur du luxe avec Kering, Hermès ou LVMH. Pour ce qui est de l'indice Nasdaq 100, constitué des 100 plus grosses entreprises américaines, la croissance est exceptionnelle, avec 625% en 10 ans. Cet indice étant à forte connotation technologique, a profité du coronavirus. Point numéro 2, l'importance du courtier. Concernant le choix du courtier, j'ai failli subir une erreur que nombreux doivent commettre. Penser que notre banquier est bienveillant et là pour nous aider. Mais la vérité est tout autre. Les banquiers, en bons commerciaux, touchent des intérêts sur les produits qu'ils vendent. Dans la grande majorité des cas, les frais des produits bancaires sont exorbitants. Dans ce cas, il est important d'avoir la présence d'esprit de les comparer avec les offres des courtiers en ligne. Dans le choix d'un courtier, 3 critères primordiaux sont à prendre en compte. En premier lieu, et ce que je considère comme le plus important, ce sont les frais. Ils se présentent sous différentes formes. Tout d'abord, les frais d'entrée sont des pourcentages ou des constantes appliquées à l'achat d'actions. De même pour les frais de vente. Quant au spread, c'est un prix d'achat affiché par le courtier légèrement supérieur au prix réel de l'action et inversement pour la vente, ce qui permet au courtier de se rémunérer. Il existe également des frais de garde chez certaines banques, des frais pour garder les actions. C'est néanmoins de plus en plus rare chez les courtiers en ligne. Deuxième critère de sélection, sa fiabilité. Il va donc être important d'effectuer des recherches sur Internet afin de regarder le nombre de clients, ainsi que les avis. Il va être également important de regarder par qui le courtier est régulé. Il peut être intéressant également de simuler un problème afin de contacter le service client pour en déterminer sa réactivité.
Troisième critère, c'est la plateforme. Il est important d'avoir une plateforme avec une bonne ergonomie, agréable, intuitive, sur laquelle on se sent bien. Point numéro 3, l'importance de la stratégie. L'image renvoyée par le populaire loup de Wall Street est celle d'une bourse risquée, chronophage, car dans une stratégie achat-vente très court-termiste. Néanmoins, une stratégie plus passive existe qui consiste à détenir ses actions et ses ETF sur le long terme. Cette stratégie diminue la volatilité, donc le risque. Elle nécessite également moins de connaissances qu'un trader professionnel. Avec le court terme, il sera nécessaire d'y consacrer plus de temps, de maîtriser l'analyse graphique et fondamentale et de suivre l'actualité des entreprises. Si cette stratégie est bien réalisée, elle permettra d'obtenir une performance supérieure à la stratégie plus long terme. Après avoir déterminé son horizon de placement, deux grandes stratégies s'offrent à nous. Soit opter pour une stratégie qui va nous générer des rentes, appelée une stratégie dividende, soit opter pour des entreprises de croissance dans le but de générer des plus-values. Concernant les dividendes, ce sont les entreprises qui vont détacher mensuellement, trimestriellement ou annuellement un pourcentage par action pour remercier les investisseurs d'être actionnaires de l'entreprise. Vous allez naturellement me demander s'il existe des actions de croissance détachant d'importants dividendes. Je ferai une vidéo à ce sujet, mais il y en a peu. La croissance est généralement symbole d'une entreprise moins mature. Or, les entreprises matures sont souvent celles qui détachent les plus gros dividendes. Je conseillerais donc dans un premier temps d'investir dans des entreprises de croissance afin de se constituer un portefeuille conséquent en termes de valorisation, pour par la suite investir dans des entreprises détachant des dividendes importants afin de se constituer un complément de revenus, voire une indépendance financière. Car si nous investissons avec un petit portefeuille sur des entreprises distribuant des dividendes, nous allons payer des impôts sur les dividendes et donc limiter la croissance du portefeuille. Nous ne profiterons pas des intérêts composés. Ça a été ma première erreur de me focaliser trop tôt sur les actions à dividendes, car nous sommes tous impatients et attirés par les compléments de revenus immédiats. C'est psychologiquement agréable. Les intérêts composés sont les intérêts qui vont provoquer eux-mêmes des intérêts, et ainsi procurer au portefeuille une valorisation exponentielle. Je vous remercie vivement d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, ça m'encourage vraiment. Et à t'abonner pour d'autres vidéos sur la bourse et sur le développement personnel. Je te dis à très vite.